Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On a dépassé les 135 épisodes depuis un peu plus de 4 ans que j'ai branché le micro pour la première fois. Alors aujourd'hui les amis, je vais recevoir littéralement une star des réseaux sociaux. À lui tout seul, avec ses différents comptes, il pèse plus de 800 000 abonnés. Et vous ne savez pas encore qui c'est. Le seul indice que je peux vous donner, c'est Hakuna Matata. Et oui, cette phrase magnifique que vous connaissez toutes et tous est un peu la philosophie de mon invité du jour. Et vous allez voir également que la qualité du son de cette interview tournée est pas incroyable. Alors, pour la petite anecdote, la plupart des interviews que je tourne se passe à distance et en fait là j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir donc l'invité à la maison. Donc c'était la première fois que je faisais une interview avec mon micro en one face to face, j'ai envie de dire. Et en fait, il s'avère que lui a parlé assez proche de mon micro, moi plutôt loin, et la répartition des voix est pas incroyable. Bon, ce qui n'empêche absolument rien à la qualité de l'interview et au contenu et aux propos développés. Donc c'était trop bien. Je sais que vous allez vous régaler. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi la qualité du son était un petit peu moins bien sur ce qui va suivre. Donc les amis, les nouvelles têtes là qui me rejoignaient, qui découvraient ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à me laisser une note également, 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, peu importe la plateforme, c'est ce qui m'aide à me référencer, à toujours développer la croissance et la notoriété de ce podcast, voilà, que j'anime avec passion depuis un peu plus de 4 ans. Et pour toutes les personnes qui souhaitent avancer sur leur projet immobilier, vous avez dans la barre de description différentes ressources gratuites. Vous avez également la possibilité de remplir un petit bilan personnalisé. Vous avez la possibilité de me joindre pour réserver un appel stratégique pour que je puisse vous aider à avancer sur vos projets d'investissement. Également, en parlant d'avancer sur les projets d'invest, j'organise une soirée IMO à Rennes le mardi 18 mars à 19h30, donc dans un hôtel. Les infos sont communiquées bien sûr aux personnes qui s'inscrivent en amont. Donc le but du jeu, c'est bien sûr se rencontrer. J'en avais déjà fait une en novembre dernier, voilà, sur laquelle il y avait eu 20-25 personnes à venir, donc c'était trop cool. Donc voilà, si t'es rennais ou bien si t'habites en Bretagne, dans le Pays de la Loire, en Mayenne, en Sarthe, que sais-je, et que t'es motivé à faire de la route, parce que je sais que ça demande un peu de temps de rouler. Mais voilà, ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer, de voir un petit peu tes problématiques. Donc l'idée de la conférence, c'est bien sûr de vous faire une présentation sur les stratégies. Enfin bon bref, c'est assez complet comme conférence. Donc il y a une partie où je fais une presse, où je vous parle un petit peu de ma vision de l'IMO, comment faire les plans d'action, etc. Comment on recherche tout ça. Et puis le mot de la fin, c'est bien sûr quand on boit un coup tous ensemble. Il y a un petit cocktail, un petit dîner apéro-dînatoire organisé à la fin de la conférence pour prendre le temps d'échanger. C'est vrai que la dernière fois ça avait super bien fonctionné, moi ça me permet de vous parler et puis vous ça vous permet aussi de réseauter, de rencontrer d'autres mondes qui sont un petit peu dans les mêmes problématiques, dans les mêmes démarches de vouloir investir, de passer à l'action, d'améliorer sa vie, clairement de changer sa vie grâce à l'IMO. Et pour ça faut savoir se déplacer, faut savoir rencontrer du monde. Donc voilà, c'est l'occasion lors de cette soirée que je vous propose de répondre à toutes ces problématiques-là. Donc le lien est dans la barre de description. Je vous invite dès maintenant, si ça vous intéresse, potentiellement à mettre pause pour vous inscrire, parce que sinon, je le sais, à la fin du podcast, vous allez zapper. Voilà les amis, j'ai hâte de vous retrouver. Voilà, alors cela étant dit, on va maintenant basculer à l'interview du jour qui est assez longue, 1h15 de débat autour de l'investissement immobilier. Régalez-vous, vraiment, moi ça a été un plaisir et un honneur de recevoir, vous allez voir, je dévoile toujours pas son prénom. Mon invité du jour à la maison, ça s'est fait vraiment à l'improviste, on a calé ça en 2 heures à peine. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça lors de l'interview. Amusez-vous, régalez-vous, apprenez plein de choses et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Mais avant ça, jingle!
Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et aujourd'hui je suis accompagné d'une star les amis des réseaux sociaux. Je vous avais promis les semaines précédentes qu'il y aurait des surprises, et bien écoutez, on démarre très fort cette semaine avec Tony. Tony, bonjour. Salut à tous, merci de m'accueillir. Alors les amis, aujourd'hui je suis avec une personne qui pèse, j'étais en train de faire les comptes, quasiment 600 000 abonnés sur Instagram. Donc voilà Tony, tu es de loin la personne la plus influente que j'ai rencontrée dans ma vie. donc bah écoute, je te laisse te présenter puis après je vais raconter un petit peu comment s'est peaufiné l'organisation de ce podcast parce que tu es à la maison, à côté de Rennes. Ça s'est fait à l'improviste, donc on va raconter ça dans un deuxième temps, mais voilà, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu ? Alors déjà, on va juste remettre les chiffres dans l'ordre, mais en fait, tout confondu avec les réseaux sociaux, on est quasiment à 800 000 abonnés. Avec tous les réseaux, voilà. Ok. Qui suis-je, pardon. Donc moi, c'est Tony Cloarec, j'ai maintenant 34 ans, 35 cette année. Je suis breton. J'ai vécu pas mal d'années dans les coins de Lorient et maintenant j'habite du côté d'Angoulême où justement je fais tous mes investissements immobiliers, j'ai ma vie de famille avec ma chérie Adeline et mes 3 enfants. Ok, donc pour la petite anecdote, moi je t'ai rencontré à travers les réseaux, donc c'est ma femme qui suit le compte de ta famille, donc Hakuna Matata Family. Ouais, c'est ça. Déjà, d'où vient le nom ? Pourquoi ? En fait, ça a toujours été notre leitmotiv. Ne serait-ce que, on en reparlera tout à l'heure, mais ne serait-ce que notre premier investissement, on avait placardé Hakuna Matata dessus. Ok. Et donc du coup, ça a toujours été ça et on s'est dit, on continue là-dessus. Ok. Donc pour info les amis, allez vraiment faire un tour sur le compte de la famille parce que vous allez vraiment passer des bons moments de divertissement. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées fun et on se marre bien. Donc voilà, moi c'est ma femme qui a suivi le compte famille et qui ensuite, donc j'ai pris le relais à vous suivre. Et donc toi, tu as un compte personnel sur lequel tu parles investissement immobilier, sur lequel tu montres beaucoup de choses, beaucoup de concret, beaucoup de travaux. Et voilà, l'idée c'était un petit peu de parler de tout ça aujourd'hui. Avant toute chose, tu reviens de Laponie, ouais. Où tu as passé de beaux moments, j'ai l'impression. Une belle semaine. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance d'y aller aussi en 2019 si je dis pas de bêtises, et pour tous les auditeurs qui n'ont pas la chance de voyager cet hiver, on va essayer de les faire voyager un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience nordique ? Alors c'était incroyable. Alors, on a la chance de faire quelques voyages, peut-être une fois par an, un gros voyage. L'année dernière c'était la Floride, cette année c'est la Laponie. Ouais. Franchement c'était, je dirais, hors du temps. Alors on n'a pas du tout fait la Laponie avec tourisme de masse, ça nous intéresse vraiment pas quand on voyage, on essaie vraiment d'être au plus proche des habitants. Et là, on n'a pas fait la Laponie finlandaise la plus connue, mais nous on a fait la Laponie suédoise. Okay. On a atterri à Luleå, alors ça se dit Luleå là-bas, et on a été dans un petit village où j'ai mangé le mot, mais c'était à 1h30 au nord, on va dire, on est à une demi-heure du cercle polaire. Okay. Et en fait, on était dans un lodge, on a été accueillis par 2 couples qui tiennent justement un lodge qui est juste fantastique, génial, et au bord d'un lac, en plein milieu de nulle part, et c'était juste super, ils sont passionnés de... C'est des Français d'ailleurs au passage, qui ont tout quitté
qui ont tout quitté pour aller vivre là-bas. Et franchement, c'était super, les activités, tout. Vous avez pu faire quoi du coup, chien de traîneau? Donc on a fait chien de traîneau, on a fait motoneige, on a fait du... Alors chien de traîneau, on a fait et pour adultes et pour enfants. Ok. On a fait rando raquette, j'ai pu faire aussi du ski nordique. Cani rando, vous avez testé ou pas? Non, on n'a pas fait cani rando. Pour la petite histoire, ma belle-sœur, justement, en descendant la montagne de raquette, s'est fait les croisés. Oh putain. La bête. Donc on a évité de faire après. Alors, ensuite, on a fait quoi? On a fait pêche sur place. On a fait aussi une soirée aurore boréale en plein milieu de nulle part, avec un petit chocolat chaud. Il y en avait du coup? Franchement, on a eu une chance folle. Sur 6 jours, on va dire, 6 nuits, on a fait 3 nuits d'aurore boréale. Nous, on n'en avait pas eu à l'époque. Ah ouais. Et en vrai, le premier jour, c'était tout couvert. Et on s'était dit, normalement, parce qu'ils ont une météo spéciale aurore boréale. Et en fait, d'un coup, ça s'est découvert et c'était les plus belles de toute la semaine. Et ça a été magnifique. Elles étaient juste au-dessus de nous. On les voyait vertes. Ouais. Ils nous expliquaient, plus elles sont hautes dans le ciel et plus elles sont vertes. Et plus elles descendent, plus elles sont proches de la terre et plus elles sont rouges. Et là, pour le coup, on lui expliquait, c'était l'histoire d'atomes, etc. Mais en gros, on a profité comme des fous. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre qui était sympa? Si on a fait un petit gueuleton. J'ai mangé du renne. Ok. Et pas la ville? Non, pour le coup. Et c'était quand même super bon. Non, c'était plutôt cool. Ok. Est-ce que, je sais pas si tu as ressenti ça sur la partie chien de traîneau. Moi, ce qui me marque, et je pense que je m'en souviendrai à vie, c'est ce silence en fait. Tu vois, il y a ton traîneau et les chiens qui courent, et derrière, pas de bruit. Le glissement sur la neige. Ouais. Et franchement, cette sensation-là, elle est assez unique. Non, c'était incroyable. Et puis en plus, tu sens. Nous, on a eu la chance, je sais pas pour toi, mais nous, on a eu la chance de piloter les chiens de traîneau. Ouais. Et pour le coup, tu sens, mais en plus, ça a une force incroyable. Et tu sens, tu fais qu'un en fait entre la nature, parce que vraiment, tu passes des endroits. La poudreuse, elle fait 80 cm, 1 mètre, et t'entends rien. Non, c'est ça. À part les chiens autour de toi, et c'est juste génial. La sensation là, elle est assez indescriptible. Bon bah top, voilà, j'espère que tu es revenu rechargé à bloc pour attaquer plein de projets parce que je sais qu'il y en a. Ouais. Donc on va essayer de voir tout ça. Donc tu nous as expliqué un petit peu tes origines bretonnes. Qu'est-ce que tu as fait professionnellement sur le début de ta carrière, j'ai envie de dire? Tout au début? Enfin, c'est quoi ton parcours dans les grandes lignes? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, mon CV fait à peu près 15 métiers différents. Okay. Je suis passé de pizzaiolo à commercial sur des toitures, j'ai bossé pour l'URSSAF, j'ai fait quoi? J'ai fait maçon, j'ai fait plein de trucs différents. Okay. Mais ça a toujours été dans un seul et même but. En réalité, mon but à moi, c'était de créer ma société. Okay. Toujours. Et je savais que salarié, c'était pas pour moi et qu'un jour, j'aurais mon business à moi. Je savais pas encore trop de quoi. Et finalement, à force de faire des petits travaux à droite, à gauche, de bricoler des choses, en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être mon truc qui me plaisait bien. Puis après, je me suis intéressé parce que du coup, mes 2 derniers métiers avant d'être à mon compte, c'était... donc le premier, c'était banquier. Dans une célèbre banque avec un écureuil. Et la deuxième, c'était courtier en crédit immobilier. Là, je suis resté quand même bien plus longtemps. J'ai fait 6 ans, je crois, 6 ans et demi. Dans 2 structures différentes. Et du coup, justement, en fait, quand j'étais banquier, je suis pas resté bien longtemps parce que je me suis un peu fâché avec la hiérarchie. J'ai eu la chance de rencontrer une collègue qui a vite compris que je savais vendre quelque chose, parce que comme je disais avant, j'étais commercial dans autre chose, donc je savais vendre un PEL ou ce genre de choses, mais par contre ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le prêt immobilier. Et j'ai eu cette chance de rencontrer cette femme-là qui m'a dit viens, je te prends sous mon aile, je te montre comment ça fonctionne un prêt immobilier. Et du coup, c'est de là où je suis devenu courtier en crédit immobilier. Et j'ai bien compris que c'était pas mal d'investir dans l'immobilier. Ok, la transition est toute trouvée sur la découverte de l'investissement immobilier. Alors, ce que tu me disais un petit peu avant, c'est que tes investissements, tu n'as pas démarré par l'IMO, justement. Du tout. En fait, notre tout premier investissement, parce qu'on s'est rencontré avec Adeline en 2013, la rencontre un peu sympathique. Et je crois je sens qu'il y a une anecdote qu'il ne faut pas dévoiler. Non, on s'est rencontrés, on peut le dire ou pas? De comment je me suis rencontré? Ouais. En fait, on s'est rencontrés tous les deux à Bordeaux, donc elle était en école de commerce et moi je travaillais là-bas, j'habitais là-bas.
Et un soir où j'avais une amplitude horaire qui était énorme, hein, je faisais de 7h du matin jusqu'à même plutôt 6h du matin jusqu'à très tard, 23h. J'avais 18 départements en tant que commercial dans le bâtiment. Okay. Et un soir, un collègue de boulot qui me dit viens, on sort, on va décompresser, sauf que c'était un jeudi soir. Et je dis non, mais en fait demain on se lève très tôt, c'est mort. Et finalement, on y a été. Il a dit allez, viens, c'est bon. Donc on va dans une ancienne, je crois que ça existe encore, la boîte La Plage. À l'époque, c'était pas aussi gros que ça. Et ils m'ont recalé en fait à l'entrée parce que j'étais en espadrille. Ah. C'était en septembre. Il faisait encore beau à Bordeaux, hein, donc je me suis dit allez. Et non, ils m'ont recalé. Donc j'ai dit ça tombe bien, bah viens, on rentre. Je suis fatigué. Et on est passé devant une autre bar-boîte, on va dire. Et puis il dit bah viens, on essaye là. Et le mec il dit oh, mais ça me pose pas de problème. Donc je suis rentré là-dedans. On a bu quelques coups. J'ai fini sur le bar et il avait enflammé le bar, le mec derrière. Puis comme j'aime bien danser, vous avez déjà peut-être vu. Et ben j'ai vu une jolie fille rentrer en ouvrant 2 portes battantes, une grande robe bleue. Et c'est là que ça a commencé. Bon, pour la petite anecdote, elle était bourrée comme une gordoche. Elle se souvenait pas de mon prénom après 1h30 de discussion. Mais bon, voilà. On a discuté. Après, 12 ans après, vous êtes toujours ensemble. C'est ça. Et donc du coup, notre premier investissement, donc c'était en 2013 qu'on s'est rencontrés, je crois que c'était en 2015, on a acheté un van Volkswagen, un Popo. Connaissent un petit peu, et en fait l'idée c'était, donc je suis quand même très intéressé par ces vannes là, donc j'ai passé un an ou deux à vraiment m'intéresser sur la motorisation, etc. Et un jour il y en a un qui est tombé pas très loin de chez nous, à une heure de chez nous, et c'était une affaire de fou parce que à cette époque là ça se vendait dans les 10 000 euros, et là la personne le vendait 4 500 euros. Okay. Et le gars quand il me l'a vendu, en fait il m'a expliqué, c'est qu'il est parti vivre à Chicago. Il avait tout vendu et il restait plus que ce Popo à vendre, et il a pleuré quand il me l'a vendu. Et au moment où on l'essayait, il y a une nana qui a dit, qui appelait de Paris, qui dit bah moi demain matin je suis là à 6h et je vous en donne 2000 euros de plus. Et il a refusé et il me l'a vendu. Donc on l'a refait entièrement, donc c'est notre premier investissement, on l'a refait entièrement avec notre argent. Ça avait dû me coûter peut-être 1000 euros de travaux, et je l'ai revendu 1 an et demi après, 11 500 euros. Donc une petite culbute sympa. Ouais, à une fille de pas très loin, je crois qu'elle était du côté de Caen. Ok. Un peu plus au nord. Voilà, mais plus loin, t'es plus près de toi que moi. C'est 2 heures quand Rennes-Cornier. Une Normande. Puis les Bretons et les Normands, ça ne pas trop non plus. Et donc du coup, cet argent nous a permis d'investir dans notre tout premier bien immobilier, une maison sur Angoulême, pareil, qu'on avait acheté très peu cher. Déjà que l'immobilier n'était pas cher, mais là en plus on l'avait acheté 45 000 euros, je crois, pour 50 mètres carrés. Moins de 1000 euros du mètre, pas mal. Ouais. Et pour le coup, celle-là, on l'a gardée, je crois, 2 ans et demi, 3 ans peut-être, qu'on a revendu 100 000 euros. Avec combien de travaux à l'intérieur ? Aucun. Rien du tout ? Non, la personne qui me l'a vendu était marchand de biens. Ouais. Il l'avait refait entièrement pour justement défiscaliser. Ok. Et moi, je crois que, allez, je vais peut-être avoir 500 euros de travaux que j'ai dû faire dedans, mais c'est parce que j'ai dû changer un truc, mais j'ai jamais rien touché. Et je l'ai vendu 100 000 euros. C'est ce qu'on appelle en fait des anomalies de marché, hein, entre le Val et cette première baraque. Donc comme quoi, des fois, il faut être patient et savoir guetter les bonnes opportunités. Ouais. Donc ça, c'est la première expérience, j'ai envie de dire, dans l'IMO, qui t'a permis donc de générer une plus-value sympa. Hein, oui. Exonéré d'impôts, résidence principale. Non, parce qu'entre-temps, on a fait construire notre maison. Du moins, on construisait notre maison en 2018. Donc on a eu 36,2% de taxes sur la plus-value. Parce que du coup, c'était la construction était... Ça marche. Sur comment dire, la construction de maison, vous avez une belle maison, un bel extérieur. Hein, merci. Il y a eu du taf. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait toi-même, de ce que tu as délégué ? Tu es quelqu'un de très manuel, on en parlera un petit peu plus loin sur la partie travaux, on fera un petit focus travaux. Mais sur cette baraque, qu'est-ce que tu as pu faire toi-même ? En gros, nous on a fait 70% de la maison. Ouais. Tout ce qui est grosses œuvres, je l'ai fait faire. Alors ça dépend quoi comme grosse œuvre, hein. Mais par exemple la maçonnerie, je l'ai fait faire, pardon. Parce que je voulais absolument qu'il y ait une garantie dessus. Ouais. Et puis parce que la maçonnerie, à la base, ça me faisait un peu peur. Je trouve que c'est un peu le socle de la maison, donc il faut faire attention. Il ne faut pas se monter, non ? Voilà, après, quand je dis gros œuvre, j'ai quand même fait la charpente. Alors, par contre, moi, j'ai toujours, quand je dis 70% de la maison, parce qu'en fait, j'ai toujours réalisé la maison, mais pour apprendre, entre guillemets, j'ai fait appel à des copains qui étaient eux-mêmes artisans, et ils m'accompagnaient, en fait. Par exemple, le charpentier couvreur,
j'ai tout fait avec lui. Ouais, et lui, on s'improvise pas non plus charpentier couvreur. Non, et c'est comme ça que, fil en aiguille, j'ai appris sur beaucoup de métiers. Après, il y a certains trucs qu'on a délégués, mais sinon, on se participe. Ok, top. Donc ça, c'est tout ce qui est, on va dire, second œuvre, donc travaux intérieurs, pour faire simple. T'as mis combien de temps à faire tout ça? On a fini la maison, on l'a commencé, je crois, décembre. Le premier coup de pelle dans le jardin, c'était décembre 2017, je crois, et on l'a fini courant 2019. Je crois que c'était en mai. Ouais, donc tu me dis 1 an et demi à peine. Ouais, et la maison, alors aujourd'hui, parce qu'on a agrandi encore, mais la maison doit faire 220 mètres carrés. Le terrain fait à peu près 3000 mètres carrés. Et non, c'est sympa. Ouais, mais on bosse comme des fous. Ouais, je vois ça. Je me dis, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Là, je voyais en plus qu'il y avait une dépendance. Ouais, c'est la dernière qu'on a fait. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Il faut que tu nous parles de ça. Bon, l'intérêt d'une dépendance, j'imagine, c'est pour recevoir du monde. Ouais. Vous le mettez en location? Non, du tout. Okay. En gros, nous, on a fait une maison avec 4 chambres. Ouais. Sauf que du coup, on est vite devenu parents de 3 enfants. En l'espace d'1 an et demi, on a eu 3 enfants. On ne pensait pas remplir la maison aussi vite, en fait. Ouais. Et donc, du coup, la maison a été remplie. Chacun a eu sa chambre. Ouais. Et du coup, comme moi, tous mes potes sont en Bretagne, en grande partie, et la famille pareil, pour les loger, c'est compliqué. Donc, c'était pour ça, c'était important d'avoir un endroit où on pouvait les loger. Et en plus de ça, parce que c'est un lit escamotable, j'ai pris mes petites notes, lit escamotable. Voilà, j'ai créé un bureau pour justement gérer les sociétés qu'on a. Ok. Donc, cette idée du lit escamotable, je trouve ça assez fun. L'idée, c'est que c'est un lit qui se relève, et puis en plus, tu as mis un bardage bois où. Ouais, complètement, ouais. Et finalement, quand il est remonté, on voit même pas qu'il y a un lit. Ça fait un ensemble. Ouais. Il y a des placards sur les côtés, il y a une porte cachée dérobée qui donne sur une salle d'eau. T'as eu où les idées? En fait, moi, c'est toujours la question quand il y a des trucs comme ça. Je me dis, putain, où est-ce qu'il a chopé l'idée? En vrai, je pense que déjà d'une, j'ai ma conjointe qui est très très imaginative, et aussi tu puises un peu les inspirations un peu à droite à gauche, et puis tu le fais à ta sauce. Ok. Et ça, c'est pareil, cette dépendance là, c'est combien de temps de boulot? Je crois qu'elle m'a pris quand même du temps, celle-ci, parce que on a fait la piscine. En fait, on a fait tout l'extérieur en même temps que la dépendance. Ça a dû me prendre 1 an. La dépendance en elle-même, elle fait 20 mètres carrés. Ce qui est pas. Je veux dire que en 1 an, tu vas beaucoup plus vite que 20 mètres carrés. Mais sauf qu'on a fait tout ce qui était autour. En fait, toute la partie extérieure, entre guillemets, bétonnée, on doit faire dans les 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Donc ça prend quand même du temps entre la piscine. Toi, tu as tout fait aussi? Pas tout. Par exemple, tout ce qui est maçonnerie, justement, je l'ai fait faire par un maçon. Par contre, tout le reste, après, c'est moi. Ok. Et tu as pu observer aussi le maçon comment il faisait Oui. Malheureusement, il n'a pas fini ce qu'il avait à faire. Ah merde, il y a eu une couille avec le maçon. Et je l'ai payé, il est parti. Ok. Ouais. Et pourtant, et comme quoi, on fait tous des erreurs. Et pour vous dire que j'ai quand même de l'habitude avec ça, moi, mes artisans savent que je suis un très bon payeur. Mais c'est un deal, eux, il faut qu'ils bossent bien, et quand j'ai besoin d'eux, il faut qu'ils soient là. Mais par contre, ils savent qu'au moment où la facture arrive sur ma boîte mail, le soir même, ils ont l'argent. Ouais. Et là, j'avais sympathisé avec ce maçon, ça faisait quand même plusieurs mois qu'il bossait à la maison. Et puis un jour, je l'appelle parce que je devais avoir une livraison importante et il devait couler mon seuil de portail, ce qu'il n'a jamais fait. Et je l'ai fait jusqu'à 23h le soir parce que je savais qu'il y avait une livraison qui arrivait le lendemain. Et lui, il était en Espagne en vacances et il n'y avait pas de problème avec ça. Ok. Et là, sur la partie, moi ça m'est arrivé sur mon tout premier invest, alors à l'époque en 2019-2020, quand j'avais acheté en parallèle donc un immeuble de stylo, en nom propre avec ma femme et avec des copains, une coloc en SCI, un peu plus loin de chez moi, 2 heures, un peu plus de 2 heures. Et pareil, la connerie sur l'artisan, où on a payé beaucoup trop d'acompte au démarrage du chantier, il a jamais rien démarré, il s'est barré, puis il a escroqué une bonne partie de la Bretagne comme ça. Donc toi, la fraude, là, entre guillemets, l'escroquerie, elle est arrivée sur la fin? Ouais, c'était vraiment la toute dernière chose que je me demandais de faire. Ok. Donc en vrai, il devait rester un seuil de portail et une bricole à couler un poteau, quelque chose comme ça. Et il est parti avec le reste en me disant, écoute, je sais plus, il m'avait dit, je crois que j'ai besoin un peu d'argent, voilà, en ce moment c'est pas facile, etc. J'ai dit, écoute, moi, je te fais confiance, et puis il est jamais revenu. Ok.
Ouais, bon, comme quoi, des fois, quand il y a des partenariats qui semblent établis, il faut toujours être, Ouais, ça apprend. toujours être méfiant, mais comme tu dis, on apprend de nos erreurs. Sur votre résidence principale, je vois que tu as aussi fait une petite pergola, Ouais. j'ai noté ça. Et sur ton compte, là, tu partageais des tutos Claustra, c'est pas mal. Ouais, en fait, c'est parce que sur nos logements qu'on a dans un de nos immeubles, c'est des petits logements. C'est, on va dire, les T1 bis, c'est justement pour faire une séparation plutôt que mettre une cloison avec une porte. Moi, je trouvais ça sympa de faire un claustrat en bois. Donc, du coup, on a 3 appartements dans cet immeuble-là. Et ils sont tous identiques et chacun a son propre claustrat. Ok, donc Que j'ai fait moi-même avec. Alors justement, moi, je crois que dans ce tuto-là, je l'explique. En fait, moi, j'essaie de partir sur le principe que c'est pas la peine d'aller acheter cher les choses. On peut toujours se débrouiller par soi-même. Alors oui, on n'a peut-être pas les machines. C'est vrai que moi, je suis quand même assez équipé en termes de machines. J'ai cette chance. Après, c'est mon truc à moi. Il y en a qui aiment bien les sacs à main, les voitures. Moi, c'est les machines à bois. Donc voilà. Et, chacun son péché mignon. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tout simplement, je vais acheter du bois qui est le moins noble. Donc, ça va être du pin qu'on va trouver sur une grande enseigne de bricolage. Et souvent, c'est des planches de coffrage. Okay. Donc, vraiment, c'est vraiment le bas de gamme du bas de gamme. Sauf qu'en fait, moi, je l'embellis avec mes machines et j'en crée des jolies planches ou des choses comme ça. Et ça suffit largement. Donc, au final, la planche qui t'a coûté, je sais pas, moi, même pas 10 €. Elle fait largement ouais, complètement. Okay. On va bifurquer gentiment sur la partie invest. Ouais. On va dire plus la partie locative ou marchand de biens. Okay. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours là-dedans, de ce que tu as pu expérimenter, de ce que tu possèdes, etc. Alors nous, on n'est pas des gros investisseurs, on est, je pense, à taille humaine. Ça nous va très bien. Déjà, d'une, on investit, nous, pour l'instant, proche de chez nous, tout le temps. C'est quoi proche de chez toi ? 20 minutes. C'est très proche, ok. En fait, c'est moi qui gère toute la gestion. La gestion locative, la gestion des travaux. Je fais la plupart du temps tous les travaux. Ouais. Donc, j'ai pas envie d'aller courir à 1 heure de chez moi pour... Je te confirme, c'est insupportable, je l'ai fait. Voilà. 6 mois de ma vie. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et même si mes locataires, je les adore, des fois, il suffit d'un truc. Je me souviens encore l'anecdote que j'ai sur le tout premier logement que j'ai mis en location. Au bout de, je crois, une semaine, la personne m'appelle parce qu'il n'y a pas de pile dans la sonnette. Et aujourd'hui, le premier truc que je dis à mes nouveaux locataires, c'est m'appelez pas pour mettre des piles dans une sonnette. Parce que je l'ai fait. J'y suis allé à 22h pour mettre des piles dans une sonnette. Donc, c'est pour ça qu'à 1 heure de chez moi, je ne voudrais pas pour l'instant le faire, ça ne m'intéresse pas. Ou bien je le ferai déléguer. Maintenant, dans les investissements, donc on avait cette maison-là en location, donc cette première maison sur Angoulême qu'on avait achetée à 45 000 €, donc 42 000 €, on a fait de la location. Ensuite, on a été, nous, pendant la construction de notre maison, dans un mobil-home qu'on a acheté. Parce qu'on était toujours dans l'esprit de se dire, ça peut nous créer un revenu supplémentaire. Et d'ailleurs, c'est ce que ça faisait. Je crois qu'en Airbnb, on devait être aux alentours des 1 200 € par mois. Okay. Donc, ce qui est quand même plutôt cool, ça met du beurre dans les épinards. Donc, tous ceux qui vont écouter ce podcast, n'hésitez pas à faire du saisonnier. Après, c'est du temps. Moi, je le faisais pendant ma pause de midi. Quand j'avais 1 heure, fallait faire tout le ménage. Et il me restait plus qu'un quart d'heure pour manger. Donc, après, on n'a rien sans rien. C'est ce que j'ai. Et donc, premier investissement, c'était ça. Ensuite, donc, on a fait cette maison en construction. Dès qu'on a fini cette maison, on s'est retrouvé à se dire, ça y est, on fait quoi maintenant ? T'es un peu un hyperactif, ta femme aussi. Ouais. En gros, de toute façon, nous, notre créneau, c'est le projet. Peu importe. Ça peut être un tout petit projet comme un gros projet. On s'en fout. Il faut faire des projets. Ouais. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc après, on a acheté on va dire, alors moi je l'appelle l'immeuble, mais c'est plus une maison. C'est une grande maison de ville qui était déjà découpée en 3 plateaux. Mais par contre, ils étaient entièrement vides, voire même très délabrés. On pouvait passer à travers les planchers, etc. Et là, c'est là où j'en ai fait 3 appartements. Et j'ai tout fait moi-même. J'ai mis 1 an. Et je suis passé j'ai absolument tout fait. Et c'était pendant la naissance de mes enfants, donc autant dire, je ne les ai pas vus souvent, mais bon, après, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Ouais. Et celui-ci, aujourd'hui, me rapporte quand même beaucoup en cash flow. Donc c'est quoi les chiffres Parce que voilà, tu as créé la copro, enfin, pas forcément créé la copro, mais tu as mis les compteurs individuels, tu as tout séparé ? Alors, ils étaient déjà existants. Okay. J'ai eu cette chance qu'à part la partie haut, où j'ai dû tout séparer, sinon les linkies étaient déjà tous en place.
Magnifique. Ouais, ça c'est génial parce que ça fait quand même 1 500 € de moins par C'est liquide. des délais aussi Voilà. d'attente Ouais. assez longs. Ça, cet immeuble, je l'ai acheté. Alors, il y en a plein qui vont sauter au plafond, mais nous, on habite dans une région où là-bas, c'est quand même beaucoup moins cher que beaucoup. Mais d'ailleurs, j'invite les gens à venir vers chez nous. Et ça attire pas grand monde la Charente, et tant mieux pour moi. Ouais, c'est clair. Mais c'est pareil, on peut sûrement faire des bons coups en Creuse ou dans des endroits où tout le monde voit plutôt des grandes villes. Moi, je le dis et je le redis, j'évite les grandes villes. Ça coûte très cher en foncier, ça coûte très cher. Et ça rapporte pas beaucoup plus que d'être dans une deuxième zone ou troisième zone de cette grande ville. On l'a acheté 35 000 € cette maison. Pour combien de mètres carrés? Au sol 70. Ok. Donc ça fait 500 € du mètre. Voilà. En gros, j'ai fait un prêt. Alors, chance ou pas, même si j'y crois pas vraiment la chance, moi je dis plus que je saute sur les opportunités, j'arrive à les capter. Tout confondu, on a emprunté 84 000 €. Ok. Chaque logement est loué entre 450 et 520 €. En gros, dans notre poche nette, on a entre 700 et 800 € par mois. Propre. Ouais. Très propre. Ouais. Et donc là-dessus, tu as tout fait toi-même. Ouais. Quand tu dis ça t'a pris 1 an, c'est tous les jours? Enfin, tous les jours. C'était En fait, je bossais en tant que courtier. Donc Ok. du coup, c'était après. Donc je finissais vers 18h, 18h30. J'allais directement au chantier jusqu'à 23h, 23h30, minuit. Et ensuite, je rentrais et je faisais ça tous les jours. Et puis le week-end, c'était toute la journée, etc., etc. Et ça pendant 1 an. Ok. Et qu'est-ce qui t'a... Moi, je suis assez admiratif, parce que mine de rien, juste en face, là, je sais pas si vous avez fait gaffe, on a une baraque en rénovation. Là, c'est pareil, c'est un petit pénosage qui veut faire 3 logements. Et il est là, pareil, le matin, déter, 6h, le soir, 23h. Et en fait, je me dis, moi, je pense que j'aurais jamais pu. Enfin, j'en sais rien. Mais déjà, d'avoir fait tous les week-ends. Après, j'avais de la distance, c'était à 1h, 1h15 de chez moi. C'était assez chronophage. Mais c'est quoi la motivation, tu vois? Tu te dis, t'es obligé d'être habité pour faire ça, et t'es obligé d'avoir une force mentale assez forte, tu vois. Moi, je pense beaucoup... Poli. Non. En vrai, alors, de toute façon, faut pas se leurrer. Déjà, c'est une question d'argent. Hein, parce que sans politique, sans rien du tout, moi, je crois pas du tout à la retraite. Je crois pas du tout à la retraite. Je pense que je vais me la faire, la retraite. On va se la faire, notre retraite. Et il faut trouver les moyens. Il y en a qui aiment bien la crypto-monnaie, d'autres, ça dépend, c'est une affinité. Moi, j'adore créer de mes mains. On est quand même un couple assez créatif. La conjointe, c'est plus dans l'audiovisuel, moi, c'est plus dans le manuel, on va dire. Moi, j'ai besoin de me dire, et puis déjà d'une, comme je disais tout à l'heure, ça nous rapporte 700 net ou 800 net. C'est quand même pas rien, en fait. Ah ben, c'est pas énorme, hein. Donc, aujourd'hui, le pouvoir d'achat a complètement s'est effondré. Et ben, nous, ça nous permet justement de pallier à tout ça. Moi, ma retraite, c'est ça. Et au-delà de ça, j'ai 3 enfants. Il y a 3 appartements. Chacun en aura un, en fait. C'est aussi ça, je me dis. On n'est pas loin de Bordeaux. On est à 1h15 de Bordeaux. Souvent, les jeunes vont là-bas pour aller faire leurs études. Un appart, ça coûte 600 balles par mois. Et ben déjà, un appart que moi je loue 450, 500, ben, il me reste plus que 100 € à donner au bout. Et c'est à ça que je pense. Et c'est ma motivation aujourd'hui à me dire, ben voilà. Et puis au-delà de ça, je vois mes parents, notre entourage ou les copains, ou les parents des copains plutôt, qui ont 60 piges et qui sont cassés de partout. Et moi je veux pas, en fait. Je veux pas. Je préfère aujourd'hui me donner beaucoup de mal. Et dans 10-15 ans, me dire, bah déjà, si demain je veux pas me lever et que je veux le faire à ma sauce, je fais ce que je veux. Ouais, j'ai le choix. Je te rejoins complètement. Moi, c'est un peu. De toute façon, sur toutes les personnes que je vais accompagner, moi, sur la partie immobilière, c'est tout le temps les mêmes choses qui ressortent. Et il y en a une de plus en plus, tu vois. C'était pas avant, il y a ce fameux concept de liberté financière via l'immobilier qui je pense, est un peu passé de mode, de par les taux actuels. C'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir du cash flow. Mais par contre, tu as une notion qui revient de plus en plus dans les élèves que j'ai accompagnés. Moi, c'est la notion de choix. En effet, de se dire, en fait, dans 5 ans, je vais avoir la possibilité de diminuer mon temps de travail. Baisser de 20%. Et puis si j'enchaîne les investissements et si je continue comme ça pendant 10-15 ans, en fait, ma retraite, je peux la prendre à 55 ans ou je peux la prendre à 50 piges, tu vois. Et en vrai, l'immobilier, ça sert à ça, ça sert à l'instant T, comme tu le dis, et t'en es la preuve vivante, c'est des sacrifices, c'est du temps, c'est, comme tu dis, t'as pas vu tes gosses pendant tout le temps où tu étais sur le chantier, tu n'étais pas avec eux, hein. Mais encore une fois,
Donc si je peux pas, on fait ça aussi pour eux, on fait ça pour assurer la sécurité financière de notre famille, quoi. Donc ouais, non, c'est des bons leitmotifs, tout ça. Donc là, un premier projet qui tourne très bien, bravo. Oui, merci. Donc tu vois, très drôle, parce que l'autre jour, j'ai publié un réel qui a fait débat sur Insta, où je parle d'immeubles à 200 000 euros, tu vois. 200 000 euros, 3 lots, 4 lots, 4 apparts. Moi, c'est ce que j'ai sur un autre projet. Et là, je me suis fait traiter de tous les noms. Mytho, ça se trouve pas, machin. Bon, bah, voilà. Comme quoi, hein, quand on sait où chercher, tout se trouve. Et encore plus quand on maîtrise la partie travaux, qui aujourd'hui est pour moi enfin, je vais pas dire le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est de trouver l'affaire. Mais quand on comprend les travaux, quand on sait rapidement les estimer, quand on sait les optimiser, quand on comprend la problématique des DPE, en fait, il y a des dingueries qui sont à faire sur les projets, quoi. Tout à l'heure, je te dirai du coup combien j'ai acheté le dernier immeuble, tu me diras. Je vais pleurer, je pense. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, tout le monde peut le faire. Mais vraiment, tout le monde peut le faire. Quand justement, moi je l'ai déjà eu aussi, ce retour de oui, bah, chez moi c'est plus cher l'immobilier ou ça. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire ailleurs ? Aujourd'hui, tu aimerais avoir une sécurité financière. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, bah, demain, je veux du temps. Moi, je sais, justement, c'est hyper je veux dire, hier, Adi me posait la question, si demain, tout s'arrête et on doit reprendre un boulot, comment ça se passe ? Mais nous, on a cette chance d'avoir le choix. Moi, je lui ai répondu, demain, je mets Toto Bricolo sur mon Kangoo, et je vais aller faire des chantiers à droite à gauche, mais j'aurai toujours cette sécurité financière de 700-800 euros qui va tomber tous les mois. Donc, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Il faut juste vraiment se donner les moyens. Et moi, je suis hyper cool, mais par contre, je suis quelqu'un de très franc, très droit. Quand on me demande, souvent on me demande sur les réseaux, ouais, Tony, comment je peux faire pour investir comme toi ? Alors moi, je pose quelques questions. Tu fais quoi aujourd'hui ? T'es où ? Voilà, j'ai un enfant, je suis dans le PACA, je suis infirmière, ok. Et demain, est-ce que d'aller, je sais pas, moi, Clermont-Ferrand avec ton enfant, bah non, ça va pas, il y a l'école qui est ici. Bah oui, mais non, en fait, tu peux pas. Le PACA aujourd'hui avec un salaire d'infirmière, c'est compliqué, en fait. Et le PACA, même avec peu importe le salaire, c'est compliqué. Je pense que si on veut aujourd'hui se créer une sécurité financière ou avoir du temps, ou avoir des projets à côté surtout, faut pas hésiter à bouger, en fait. Ouais, c'est un peu vivre dans un secteur enfin, comment dire, en fonction de tes revenus, si en effet il y a des salaires modestes avec potentiellement des charges de famille et tout, il y a des zones où la vie coûte plus cher. C'est pas possible. Moi en Bretagne, si j'étais resté en Bretagne, je n'aurais pas pu faire ou je n'aurais pas eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. C'est certain, j'en suis conscient. Et c'est aussi pour ça que je suis content d'être arrivé en Charente, parce que la Charente, honnêtement, c'est un endroit qui m'a permis de m'épanouir là-dessus, parce que l'immobilier restait encore intéressant. Alors ça a quand même bien augmenté depuis le Covid, mais ça reste toujours intéressant. Après, il suffit de prendre son temps. C'est pas une baguette de pain qu'on achète, on prend du temps. Et surtout, si vraiment on veut faire de l'investissement locatif, ça se fait pas comme ça, on se forme. Il faut pas hésiter, tant pis, à dépenser 100, 200, 500, 1000 euros, peu importe. Mais il faut se former, en fait. Vraiment. On gagnera. Tu prêches. Mais non, mais moi, je le dis, hein, quand j'ai fait mes conférences, ou même quand j'ai pu faire de la radio ou mon livre, j'ai toujours dit que le seul, entre guillemets, regret que je peux avoir, c'est le temps que j'ai perdu et l'argent que j'ai perdu. J'ai perdu bien plus d'argent que si je m'étais formé, vraiment. J'ai perdu bien plus que 1000 euros. Alors que si j'avais pris le temps de me former sur l'investissement immobilier, sur la fiscalité, sur tout ça, je suis sûr que j'aurais peut-être gagné un an ou deux et surtout tout cet argent que j'ai perdu. Éviter de faire des erreurs. C'est ce que je dis, moi. Se former, pour moi, c'est réduire son stress, gagner du temps, gagner d'énergie et apprendre auprès d'une personne qui a déjà cheminé, qui a déjà expérimenté, qui a fait ses propres conneries, tu vois, et qui du coup, tu gagnes un temps complètement. Tu gagnes un temps monstrueux. Et pour moi, en plus, tu t'enlèves aussi une partie. Alors, ça dépend du type de formation. Je pense. Il y a la partie formation en ligne qui est très intéressante, qui permet de monter en compétences. Après, c'est sûr que tu n'as personne à te pousser au cul pour passer à l'action. Voilà. Faut vraiment être, je pense, assez autonome et vraiment avoir la niaque. Et après, tu as la partie accompagnement où tu as quelqu'un derrière ton dos. Par contre, tu as un mentor, on va dire, qui est là pour te soutenir, pour t'aiguiller, pour répondre à toutes tes questions. Je sais pas si tu as vécu ça, mais moi, quand j'ai démarré à titre perso en 2019, j'avais acheté une formation en ligne.
bah ok, j'ai appris des choses, mais en fait, ça m'a pas déclenché de mouvement, tu vois. Et après, j'ai intégré un groupe, un mastermind à l'échelle locale. Donc, on était 10 investisseurs locaux à vouloir vraiment changer notre vie grâce à l'IMO. Et c'est vraiment ce côté effet de groupe, tu vois. Et avec 2 coachs qui nous a vraiment poussé. Et tous les copains qui ont fait ça, ils ont plein de patrimoine maintenant. Donc, Moi, j'ai pas eu la chance. En 2017, justement, moi, je me suis heurté à. Il n'y avait pas assez de connaissances. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2021 j'ai sorti mon bouquin parce que même jusque là il n'y en avait pas. Alors moi c'était pas là, c'est pas sur l'investissement, c'est plus sur acheter sa résidence principale et donner toutes les clés pour le faire. Parce que comme tu dis, tu sais pas où tu vas, ça peut faire peur, etc. J'ai dernièrement, je suis rentré dans un groupe proche de chez moi, mais c'est plus fiscalité, c'est plus et c'est pas trop ça que je recherche. On en a discuté, je le délègue quand même aujourd'hui. Je trouve que chacun a ses propres compétences aussi, hein. On peut en apprendre. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'immeuble. C'est là où il ne faut pas hésiter aussi à chercher les informations, à se former. Moi, l'électricité, j'en avais peur par exemple. J'ai fait toute l'électricité de l'immeuble. Et un consuel peut passer, il n'y a jamais rien eu et tout s'est très bien passé. Parce que j'ai été chercher des forums, parce que j'ai été chercher des vidéos, parce qu'il faut se former. Sinon, on perd du temps. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc ça, c'est cette première pépite qui tourne. Ça a été quoi les autres projets? Ensuite, on a acheté la maison au bord de l'eau. La maison au bord de l'eau, on l'a acheté, pareil, un concours de circonstances. Le Bon Coin. Ça a duré, elle est restée 1 heure dessus. Alors, il faut savoir que c'est des maisons, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà été sur la côte charentaise maritime, où il y a souvent des petites cabanes au bord des falaises. Ça, c'est donné de génération en génération, ça ne se vend jamais. Ça, c'est pareil, c'est un terrain de loisir au bord d'une rivière qui ne s'inonde pas, qui se donne de génération en génération, sauf que la génération a refusé. En fait. Et la petite dame, qui a 80 ans, doit payer son EHPAD, en fait. Et en 1 heure, on a vu le truc, on s'est positionné, on a visité. Alors la chance que j'ai, c'est que de par les années que j'ai passées en tant que courtier ou banquier, j'ai créé quand même un réseau important. C'est important de se créer un réseau. Ne serait-ce que de voir le facteur. Hein. Le facteur, d'ailleurs, c'est souvent le premier réseau qui va savoir où se vend une maison. C'est pas con ça. Ah oui, oui. Tu vois, en apporteur d'affaires, j'avais jamais pensé au facteur. C'est génial le facteur. Et d'ailleurs, les facteurs, si vous écoutez, vous avez le droit de demander une rémunération. Hein. Apporteur d'affaires. Voilà. Non, mais en gros, cette maison est restée très peu de temps. J'ai rencontré l'agent immobilier que je connaissais de par mon travail. On a beaucoup plus sympathisé, on a discuté. On était 4. La seule chose, c'était de l'acheter cash. C'est une maison qu'on a acheté 24 000 €. Donc un terrain de loisir. Avec le terrain ? Ouais, terrain de loisir de 800 m² qu'on a acheté 24 000 €. Faut savoir que ces maisons, alors déjà, ça ne se vend jamais, mais si elles s'étaient vendues, normalement, c'est 70 000 €. C'est juste que l'agent immobilier n'était pas au courant du marché immobilier sur ce genre de choses, parce que ça ne se vend pas. Oui. Donc, pas de référence, pas d'expérience, ok. Sauf que moi, je le savais. Et on était 4 dessus. On a dit OK pour acheter cash, c'était la seule contrainte. Et on a réussi à acheter cash justement avec les plus-values qu'on a pu faire à droite et à gauche. Hein. Sinon, c'est compliqué de sortir 24 000 €. Et en gros, on était 2e sur la liste. En fait, il y a un premier, qui est un monsieur qui était un directeur d'une agence Crédit Agricole. 10 jours avant de signer, il a eu des soucis de santé, il a été à l'hôpital. Du coup, il a été switché. C'est nous qui sommes passés en premier. Ok. Du coup, on est au bout des choses et on a acheté. Alors, est-ce que tu peux donner les particularités, parce que ça j'avais pris des renseignements là-dessus, mais tu en parleras mieux que moi, la particularité d'un terrain de loisir par rapport à quelles sont les contraintes, peut-être en termes de construction ou en termes les contraintes, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur un terrain de loisir. Alors, quoi, terrain de loisir, normalement, déjà de base, tu n'as ni eau ni électricité. Ouais. C'est vraiment pour y passer un moment de temps en temps. Donc ils peuvent accepter, je dis bien accepter, normalement tu n'as rien dessus. Okay. Au pire une petite cabane au fond, un petit cabanon, mais il n'y a pas d'électricité dedans. Ils peuvent accepter une caravane, mais tu n'y habites pas l'année. C'est vraiment occasionnel. Nous, ce terrain de loisirs qu'on vient d'acheter, surtout qu'en plus souvent les terrains de loisirs qui sont proches des cours d'eau sont soit en réserve naturelle, soit je crois que c'est... réserve 3000, non, je ne sais plus comment. Zone protégée. Voilà, en zone protégée. Et nous, la chance qu'on a sur cette maison, il y avait déjà de l'eau et l'électricité. Qui était déjà en place. Okay. Donc, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, surtout qu'en plus la maison a plus de 30 ans, donc elle est cadastrée. Ouais. Et donc, moi, je me suis quand même battu il y a peu de temps, parce qu'il y avait un WC qui se jetait directement dans la rivière. Et
bon, je suis pas écologiste à outrance, mais il y a un minimum en fait, c'est le bon sens. Du coup, j'ai fait des démarches auprès du SPANC, donc l'organisme qui gère les fosses septiques et le tout à l'égout. Et je leur ai dit, bah voilà, moi j'ai un WC qui se jette. Ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit. J'ai dit d'accord, mais comment on fait du coup pour mettre un WC? Ils me disent, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Je dis, moi je veux mettre une fosse septique. Ils m'ont dit, impossible, parce que sinon je vais être plus bas que la rivière, ce que je peux comprendre quand je l'ai creusé. Sauf qu'en fait, en grattant un peu, j'ai découvert qu'il y avait une loi qui existait qui disait que si jamais il y a une arrivée d'eau sur le jardin, ils sont obligés de te mettre soit te laisser faire un dépannage avec, ou un collectif avec un tout à l'égout. Du coup, la commune a déboursé 30 000 € pour mettre un tout à l'égout. Alors, j'ai participé à hauteur de 1 000 €. C'est-à-dire que la maison aujourd'hui, elle est raccordée au tout à l'égout, à l'eau et à l'électricité. Ça devient en fait une maison d'habitation. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire une maison type atypique, gardée proche de la nature, vraiment proche de la rivière. On va mettre. Franchement, en vrai, ça fait quand même 2 ans qu'on l'a. C'était plus une maison tampon où si j'avais du temps, j'y allais dessus. En vrai, j'ai pas eu de temps, je suis pas allé dessus. Mais là, cette année, normalement, 2025, fin 2025, elle est terminée. Okay. Ça va être vraiment quelque chose de magnifique. Ouais, vraiment quelque chose de magnifique. En vrai, je l'ai dit la dernière fois à Aline, je peux vendre tout, même ma maison en résidence principale, je suis pas trop matérialiste. Par contre, cette maison-là, elle a quelque chose en fait. Je me dis, on va mettre, tu vois, il y a un grand terrain, on va mettre de la jachère fleurie, on va vraiment apporter quelque chose de sympa. D'ailleurs, on aimerait mettre aussi un bain nordique pour accueillir les gens. Si tu es sur un esprit, en effet, location atypique, en effet, il faut pousser l'expérience à fond. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire un truc, mais vraiment... Une tyrolienne au-dessus des l'étang ou de la rivière. On n'a pas le droit, même si d'ailleurs, il faut savoir que si vous avez un terrain de loisir proche d'une rivière, vous êtes propriétaire à hauteur de la moitié de la rivière. Donc si jamais un arbre se coince dans la rivière de votre côté, c'est à vous, à vos frais, de le faire sortir. Okay. Ouais. Mais à contrario, c'est plutôt cool, tu as le droit de mettre un ponton jusqu'à la moitié de la rivière. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Okay. En fait, le truc qui est hyper intéressant, c'est que quand on avance dans sa carrière d'investisseur, là tu vois, c'est une particularité. Et en fait, tu es allé chercher de l'info, tu as appris plein de choses. Ouais, c'est génial, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Et il y a des contraintes comme des bons côtés. D'ailleurs, la contrainte, je suis en plein dedans. Cette maison-là, elle est en réserve naturelle. Je n'ai pas le droit de la détruire. En fait, elle est vraiment dans un sale état. J'ai voulu, moi, la raser et la reconstruire à l'identique. Ouais. C'est interdit. Si je touche au mur, aux 4 murs, si je les fais tomber, j'ai plus le droit de les reconstruire. Donc du coup, là tu vois, ça date de la semaine dernière, même de début de semaine, pardon. Ça y est, j'ai fait tout tomber, il ne reste plus que les 4 murs. Et là, les maçons vont être obligés de venir parce que là, 2 murs de la maison sont en train de tomber dans la rivière. Okay. Donc ils vont être obligés de tout reconsolider. Et une fois que ça sera fait, je vais pouvoir attaquer. La partie charpente que tu as apprise précédemment. C'est ça. Ok, top. Donc ça, c'est la maison au bord de l'eau. C'est quoi les autres projets en cours? Tu m'as parlé, et puis tu en parles pas mal sur les réseaux, de la maison Escargot. Alors déjà, c'est quoi le nom Escargot? Alors ça fait beaucoup parler. Bon, la maison au bord de l'eau, on sait pourquoi. Ouais. La maison Escargot, en fait, tout simplement, je suis avec mon fils Tim, qui avait peut-être 1 an et demi quand j'y suis allé. C'est un jour où il a beaucoup plu, et en fait dehors il y avait, mais c'était jonché d'escargots partout dans le jardin, et en fait je lui ai simplement dit quand j'étais en train de bricoler, comment tu voudrais qu'on appelle cette maison-là. Et donc du coup, parce que oui, nous on donne des noms à tout, à notre aspirateur, à notre voiture. C'est sympa la maison. Voilà, on sait que quand il y a Robert qui est passé, on parle de l'aspirateur qui est passé. Et du coup c'est passé sur la maison Escargot. Ok, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et depuis, les gens ils adorent. Bah, oui. Et d'ailleurs en Charente on dit cagouille et pas escargot. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais. Tu vous dites pas les chocolatines? Si. Ah putain. Ah bah si. Tout à l'heure justement, quand je suis allé manger là ce midi, la personne me demande si elle voulait un sac plastique. J'ai dit oui, je veux bien une poche. Une poche. Ouais, ça c'est pareil ça. Je crois que je m'en remettrai jamais. Ah bah, j'ai beau être breton, je suis passé de l'autre côté. Hein. Ah merde. Ça arrive même au meilleur. Non, mais d'ailleurs cette maison-là, on en reviendra peut-être après en parler. Cette maison-là, elle est dans une société différente. Ouais. Jusqu'à maintenant, on avait acheté en nom propre. Ouais. Or, la maison au bord de l'eau, c'est SCI. Ouais. Mais la maison Escargot, c'est sur un autre projet. Donc c'est projet d'achat-revente. Achat-revente. Est-ce que tu peux moi, j'ai vu un petit peu là où on était sur le chantier. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ce projet-là? Ouais, l'idée en fait, j'ai acheté cette maison à base, c'était la verrue du quartier. C'est dommage parce que c'est dans
dans une commune très prisée des Charentais et des gens qui sont quand même assez aisés. Ouais. Et l'endroit où elle est placée, c'est un quartier très rare. Autour de toi, il faut se dire qu'il n'y a que des chirurgiens, des médecins. C'est vraiment avec des très belles maisons et des gens qui ont un pouvoir d'achat important. Quand j'ai vu cette maison-là, j'ai compris tout de suite qu'il fallait l'acheter. Alors, j'étais la deuxième personne toujours. Mais la première n'a pas eu son crédit, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Malheureusement, aujourd'hui, un dossier sur 4 normalement passe. Ouais. Donc ça fait que 25% des gens ont leur crédit parce que on ne sait pas, le taux d'endettement ne fonctionne pas ou parce que les revenus ne sont pas suffisamment conséquents. Il y a des quotas certainement. Peut-être aussi. Et aujourd'hui, cette maison, on va donner les chiffres si tu veux. Ouais, avec plaisir. Elle était en vente à 170 000 €, ce qui est déjà pas cher pour là où elle était. Du moins, pas cher. Elle a un prix qui est plus bas que le marché par rapport à où elle était. Cette maison-là, je l'ai achetée 123 000 €. Ok. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis arrivé en marchand de biens en disant moi j'ai de la liquidité, je veux bien l'acheter, mais par contre ça va être à mon prix. Et pour dire, on était en Espagne quand j'ai appris une semaine après que c'est bon, ça le faisait. Ouais. Comme quoi, faut pas hésiter à partir du moment où on a on va dire le financement. Ouais, dès qu'on a le financement qui est ok, il faut y aller. La capacité d'acheter, on va dire cash ou sans condition d'obtention de prêt, faut pas hésiter à négocier et à oser négocier. Parce que, tu vois, moi c'est la meilleure négo que j'ai faite à titre perso. Je suis passé d'un immeuble qui était affiché 137 000 et j'ai dû le négocier à 87. Tu vois. Donc ça fait 40% de décote aussi, c'est pas mal. Il faut, aujourd'hui, c'est ce que je disais, 25% des dossiers passent. Si ton dossier passe, il faut y aller en fait. Tu as un pouvoir important. Ouais. Et ça, il faut savoir que souvent le professionnel qui est en face de toi, qui le vend, le sait tout ça. Et a sûrement prévenu aussi son vendeur. Donc il ne faut pas hésiter à... On n'est pas obligé de faire des décotes, admettons de 40%, mais déjà même si on arrive à gratter 10, 15 000 €, c'est pas anodin, c'est souvent les frais de notaire ou une partie ou même une cuisine. Voilà. Et j'avais fait du contenu là-dessus. Alors, c'est quoi les chiffres exacts ? Je crois que le Français moyen épargne 300 € par mois. Okay. Voilà, c'est l'épargne moyenne des Français mensuelle. Et j'avais fait le parallèle avec une négociation, je crois, c'était 5 000 balles. Et 5 000 balles, ça équivalait, je sais plus, à peut-être à 24 mois ou 48 mois d'épargne. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, oui, c'est monstrueux en fait. Donc, de toute façon, voilà, là on parle justement de décote qu'on a réussi à faire parce qu'il n'y a pas de secret non plus. Ça fait tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a un des secrets pour pouvoir investir, c'est d'acheter bas. En fait. Aujourd'hui, si on achète au prix du marché ou voire même un peu plus cher malheureusement, plus travaux, on ne gagnera rien. Non. Et même on risque de perdre de l'argent en plus. J'ai le cas, alors attends, c'est qui j'ai le cas, on en a parlé la semaine dernière. C'est quelqu'un que j'accompagne. Pendant 6 mois là. Il a acheté sa résidence principale au prix de marché, sauf qu'il a refait 30 000 balles de travaux dedans, plus les frais de notaire. Et là, on a calculé son plan de sortie parce qu'il a d'autres projets. Et son plan de sortie, pour qu'il soit flat sur sa résidence principale, il faut qu'il attende encore 2 ans et demi pour ne pas perdre d'argent. Donc en fait, il me dit putain, si j'avais su tout ça à l'époque, Jérôme, je dis tu peux pas t'en vouloir. C'est comme ça. Maintenant, on établit le plan pour la suite et on fait avec cette contrainte, tu vois. Ouais. Mais toujours acheter en dessous du prix du marché, toujours. L'emplacement toujours, hein, voilà, il y a des grandes règles. L'emplacement c'est important. Moi j'ai le retour où j'ai connu quelqu'un qui avait acheté une maison déjà bien assez chère, mais admettons, qui avait acheté, je crois que c'était 450 000 € une maison, mais dans un bled, et qui s'est dit moi je vais me faire plaisir, je vais y rajouter, je crois qu'il avait mis peut-être pour 200 000 € de travaux dedans. Admettons, je crois que le projet devait faire dans les 700 000 €. Et puis un jour, il a voulu vendre. Sauf que l'agent immobilier, quand il est passé, il a proposé 500 000. Et ceux que je connais s'est mis rouge de colère pour essayer de comprendre pourquoi. Mais oui, mais sauf que l'endroit... Alors la maison était juste magnifique, sublime. Mais l'endroit où elle était, la localité où elle était, n'était pas en adéquation avec le marché. Et ça, c'est important aussi. Moi, je le dis souvent aux gens, c'est pas la peine de faire du gros... C'est-à-dire,
tout dépend du projet qu'on a derrière. Si c'est un premier investissement, même en résidence principale, mais qu'on ne se voit pas faire sa vie dedans, ça ne sert à rien de mettre d'ostentatoire ou de trop faire comme on aime, parce que sinon ça va coûter trop cher et pour la revente ça va être très compliqué derrière. Ouais, toujours, c'est encore une fois, maîtriser son marché, tu vois, c'est ce que je dis toujours. Là où tu investis, il faut que tu saches tes métriques, il faut que tu connaisses tes métriques par cœur. Voilà, ça c'est les règles. Et c'est sûr que si tu achètes, tu vois, exemple de cette maison, tu as dit quand tu es rentré, ouais c'est joli, merci. En fait, tu vois, on est sur une maison de mamie, donc on a tout éclaté. Et en fait, pourquoi on a acheté cette maison? Déjà l'emplacement, on fait tout à pied. Nous, pour la vie de famille, c'est mortel. Et c'est surtout que grenier aménageable de 60 mètres carrés. Voilà, non exploité. Donc en fait, moi j'arrive là, on était un petit peu en dessous du prix du marché, mais pas tant. Par contre, je sais, ici le prix du marché, on est entre 3000 et 3002, on va dire. Okay. Donc tu fais 60 mètres carrés, 50 avec les comptes des machins, 50 mètres carrés à 3000 € du mètre. La plus-value latente en fait qui nous attend sur ce produit-là, quand j'ai vu ça, je savais combien ça allait nous coûter en travaux. J'ai dit vas-y, on y va. Et en fait, comme toi, on était deuxième, pareil. On était en route pour aller dans la famille de ma femme un samedi matin. Et j'appelle l'agent dès 9h, 9h30. Je dis voilà, je suis pas là aujourd'hui, je peux pas visiter, mais je vous l'achète. Je dis je suis professionnel de l'IMO, je sais que c'est cette maison-là qu'on recherche, ça fait 6 mois. J'ai une visite ce matin, je dis d'accord, vous avez la visite. Nous, on est là lundi matin. Si vous prenez une offre, vous attendez avant de la soumettre, etc. Et donc, on a fait la visite le lundi matin, on a fait une offre au prix parce que sur un marché hyper tendu, on ne faut pas chercher. C'est l'autre profil qui avait été sélectionné, mais pareil, défaut de financement, nous on avait les accords bancaires, mais il avait priorisé l'ordre de passage déjà. Donc bref, quand il y a des opportunités et quand on connaît son marché, en fait j'aurais pas connu le marché, je serais passé à côté. Non mais c'est pour ça que je dis on n'achète pas une baguette de pain, on apprend là où on veut acheter, souvent un quartier ou une ville, ou voilà, c'est très important. Ouais. On prend quelques mois, même si c'est 3, 6, 8 mois, on le fait. Il faut regarder régulièrement, il y a plusieurs sites qui le font, on va se renseigner chez les agences, on voit les professionnels et on voit comment ça fonctionne. Parce que là, on s'endette sur 20... C'est des projets de vie, hein. Ouais, c'est des projets de vie. Ouais. Et ça peut vite tourner au cauchemar quand ça se passe pas comme il faut. Ouais. Moi, je vois le nombre de messages où je reçois des gens qui me disent on veut investir, mais on a un premier crédit sur 25 ans et on est déjà, la banque nous dit que c'est compliqué, comment on peut faire? Soit le revenu est plus important, soit tu augmentes tes revenus, soit tu diminues tes charges, ou soit tu vends et puis tu fais différemment. Ouais, tu vois, j'ai des personnes pareil, je leur conseille de faire un pas en arrière, se désendetter, sans éviter de perdre trop de pognon si jamais ils ont mal fait les choses. Bref, on juge, mais des fois ça vaut le coup de faire un pas en arrière pour repartir sur une stratégie qui correspond plus aux objectifs. Donc ouais. Important de bien maîtriser les choses. Donc maison escargot, on y revient. Ouais. Alors cette maison escargot, je fais tout faire. Je fais tout faire quasiment parce que du coup je suis sur d'autres chantiers en même temps. Ouais. Mais c'est surtout aussi que je l'ai acheté via une société, donc fiscalement c'est plus intéressant pour moi de faire passer des charges, parce que sinon je vais me faire allumer par les impôts en fait. Et donc du coup, puis surtout je gagne du temps pour la revendre aussi, parce que c'est de l'argent qui dort et il ne faut pas qu'il dorme en fait. Exactement. De mon expérience de marchand, là je démarre ma 4e OP, faut que ça aille vite. Enfin faut que ça aille le plus vite possible. C'est vraiment et j'avais un rendez-vous banque ce matin justement pour évoquer la suite, parce que pour l'instant nos premiers projets on les a financés soit en fonds propres, soit via des investisseurs privés, donc prêt de l'argent, contrat chez notaire, rémunération, etc. Et le banquier de ce matin, je lui dis là on est à notre 4e, il y a un moment il va falloir croire en nous, parce que déjà de 1, moi c'est mon job, quand vous m'avez dit non la première fois, je l'ai un peu mal pris, et de 2 là, on fait la 4e, croyant, pas de raison que vous croyez pour nous. Et il me dit oui, alors on va revoir ça ensemble, mais nous les critères importants c'est qu'il faut qu'il y ait du flux, il faut que ça tourne, il faut que la trésorerie tourne, on veut pas que ce soit immobilisé pendant des mois et des années. Je dis non, pas de problème, on entend les critères, mais... Ouais, c'est bon. Justement, j'en discutais justement tout à l'heure dans le train avec les 2 personnes que j'ai rencontrées qui faisaient marchand bien aussi. Ils me demandaient comment je faisais justement pour avoir des financements auprès des banques. Ouais. Alors j'ai cette chance que la banque qui nous suit nous suit. Sur une première OP de marchand, tu suit ? Ouais.
Il faut que tu me donnes le contact de ton banquier. Et en vrai, même, elle était prête à nous suivre sur beaucoup plus que ce qu'on a nous emprunté aujourd'hui, du moins, ce qu'on a mis sur la table pour faire ce projet-là. Ok. Mais finalement, ça l'a pas fait. Parce que mis bout à bout avec les chiffres, je me suis rendu compte que j'allais plus travailler pour la banque que plus que pour moi. Ouais. Donc, parce qu'il y a quand même des charges, hein, des frais qui sont pris par la banque. Donc ça ne m'intéressait pas. Et puis surtout, j'avais pas cette latitude de temps que je veux aussi. Tu estimes à combien de temps le projet là en termes de 6 mois. 6 mois. Ouais. En gros, j'ai eu la maison en 23 septembre 2024. Ouais. On y est déjà aux 6 mois quasiment là. Je crois que c'est même dans 2 jours. Sauf que 6 mois sur le chantier, pas 6 mois de mois passés. Opération. Ouais. Et donc là, l'objectif, c'est terminer les travaux. Dans 2 mois, je suis à 98%, on va dire, à l'intérieur, quasiment fini, et 70 extérieur. 70 extérieur, c'est volontaire, parce que avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est compliqué, surtout que j'ai quand même gros, sur cette maison-là, en venant dessus, je disais que c'était une verrue. Les voisins, pour te dire, sont venus me remercier de l'avoir acheté, hein, parce que vraiment, c'était catastrophique. Parce que extérieurement, tu as tout. Intérieurement, extérieurement, on a gardé que les murs. Ok. J'ai refait T'aimes bien garder que les murs. Ouais. Alors, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple. Au moins, tu vois ce qui se passe de l'autre côté. Et il n'y a pas de surprise. T'as pas de surprise. Surtout dans ce métier de marchand de biens, il ne faut pas de surprise. Nous, demain, on y met notre responsabilité. Si la personne... Et d'ailleurs, je ne comprends même pas que ce ne soit pas autant démocratisé, marchand de biens, parce que moi, demain, j'achète une maison, je l'achète auprès d'un marchand de biens. Il y a tellement de... Entre les décennales et les dommages ouvrages suivant le projet, tu es hyper bien protégé, mais tu n'as même plus besoin de t'embêter, en fait. Et donc, du coup, j'ai préféré aussi passer par des professionnels parce que je voulais cette garantie que des... Donc, l'électricité refaite à neuf, la plomberie refaite à neuf, la colle, l'isolation, les fenêtres, tout. Quand tu le fais en tant que pro, si je dis pas de conneries, c'est 10 ans sur lesquels on est censé assurer bien contre tout dommage, on va dire, tout vice, je sais pas quel est le mot, mais donc ouais. Mais surtout qu'un marchand de biens, légalement, il a 0 recours en fait. Le client, l'acheteur, est complètement protégé. Ouais. Quand on va voir le notaire, c'est la première chose qu'il nous dit. Donc il y a tout intérêt à l'acheter auprès d'un marchand de biens. Alors peut-être qu'on va l'acheter plus cher, et encore que, je sais pas, mais au moins on a cette protection. Après, il peut y avoir le côté un peu frustration de ah putain, je suis passé après, il a déjà fait sa marge, tu vois. Ouais, peut-être aussi. Mais bon, d'un côté, c'est le marché et puis il fallait être l'avant quoi. Moi, cette maison-là, je vais la vendre clé en main. Ouais. La personne qui va vivre dedans, mais alors oui, et ses valises et quelques meubles, mais je veux dire qu'elle a rien d'autre à faire. Et ça, c'est un projet que tu estimes quoi en marge là-dessus? Idéalement, 100 000 euros. 100 000 euros, c'est beau. Ouais, mais normalement, je devrais les faire. Ok. 100 000 balles, première OP en tant que pro, c'est bien, ça propulse bien pour la suite. Hein. C'est pour ça que la banque aussi est chaude pour nous suivre. En fait, c'est ce que je te dis, c'est jusqu'à maintenant, tous nos projets, tu vois, je t'ai pas parlé de ça aussi, j'ai acheté un premier van, oui, c'était le transporteur Volkswagen, mais le deuxième, j'en ai acheté un peut-être 2 ans après, un Trafic, et c'est pareil, je l'avais acheté 12 000 euros, je l'ai vendu 19 000, 1 an et demi après. On a toujours été dans cette constance. Ouais. Toutes les voitures. C'est bien acheté. Oui, c'est la clé. Voilà. C'est la clé. Il faut bien acheter. Et en plus, alors je parle pour la partie automobile, mais la partie rénovation, faut arrêter de se dire aussi que d'acheter un truc déjà tout beau, tout propre, c'est pas là où on va vraiment faire une belle économie. Moi, j'achète des taudis, j'achète des trucs, des ruines à chaque fois. J'ai cette capacité avec l'expérience de savoir ce que ça va me coûter en travaux dès le premier coup d'œil. Alors, je peux me tromper de 1000 ou 2000 euros de toute façon. Et je dis à tout le monde, ne jamais être ric-rac sur les travaux. Il y a toujours des imprévus. Toujours des imprévus. Moi, je dis souvent, il faut compter entre 5 et 10%. Pour se dire que si demain, il y a un truc qui pète, nous, ça nous est arrivé sur la maison, notre propre maison, résidence principale, on avait complètement oublié la toiture. On avait tout chiffré. Tout, la couverture, tout, mais la charpente, on l'avait pas chiffré. 11 000 euros de charpente. Et là, tu te dis, heureusement qu'on avait gardé un petit peu, du coup, tu fais tu dis, la baignoire, je la mettrai peut-être d'une autre marque, etc. Mais il faut toujours garder un peu. Il y a un matelas de sécurité, et d'ailleurs, je le redis, pour ceux qui veulent investir, parce que, mais c'est pas simple en fait d'investir, c'est une expérience, c'est une aventure. Déjà d'une, il faut être blindé, mais vraiment, il faut être armé pour le faire parce que c'est des galères. Hein, ça va pas être un long fleuve tranquille. Ceux qui
pour te dire que ils se font, tout à l'heure je disais 700 € net par mois, mais j'ai galéré comme un fou en fait. Je suis passé par des trucs... Des insomnies très certainement. Oui aussi, Des nuits au plafond, et puis à un moment ou à un autre, faut crocher dedans et pas se dire que je vais tout mettre dans mon projet. Admettons, si on a un projet de 100 000 avec 10 000 € de côté, on va pas dire je vais faire un projet de 110 000. C'est complètement irresponsable de faire ça. Déjà, la banque ne prêtera pas aussi, parce que la banque elle a besoin d'avoir un matelas de sécurité en cas, et je ne parle pas des 10 000 €, parce que les 10 000 €, c'est que vous allez les mettre. Mais se dire qu'il y a ces 10 000 €, il y a ces 100 000 qu'on va emprunter, mais il faut toujours un petit peu plus, admettons 4-5 000 € en cas de coup dur. La voiture qui tombe en panne, il faut bien aller travailler en fait pour payer le... L'épargne de sécurité. C'est obligatoire. Il faut arrêter de se dire ça va être Eldorado, ou de voir des vidéos, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde. Mais vraiment, moi j'en suis convaincu. C'est le discours que j'essaie d'avoir aussi aujourd'hui quand tu as la volonté, avec en effet la méthodologie qui va avec. Il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison. Enfin, comme tu dis, il y a des grandes règles, acheter en dessous du prix du marché, maîtriser les travaux, etc., etc. Mais sur le côté blindage mental, là je te rejoins à 2000%. Moi quand j'ai démarré, j'avais fait pas mal de développement personnel. Voilà, ça m'intéressait. Je voulais apprendre à me connaître, quels sont mes objectifs, la vision, les machins, les trucs. Et heureusement que j'ai fait ça parce que sur le premier immeuble, je passe à côté d'une toiture amiantée. L'agent IMO n'avait pas été hyper transparent. Moi, le discours c'était il y a des Velux à changer. Ok, je fais chiffrer les Velux, 15 000 €. Sauf que l'artisan, quand il démarre, il avait mal fait son estimatif, mais il était un peu de mèche avec l'agence. Ça, je l'ai su après. Ah non, je peux pas installer, c'est amianté, il faut tout désosser. Je fais putain. Et là, je fais plein de devis. Et les artisans, quand ils viennent sur place, ils disent non, chantier trop complexe, inaccessible, machin truc. Je fais venir 4 ou 5 couvreurs, ils prennent pas le truc. Ou alors ils m'envoient des devis, mais exorbitants. Et finalement, je trouve un couvreur de par le réseau qui me prend le chantier, qui prend 40 000 € au lieu des 15 initiales. Et donc, dans l'enveloppe, tu vois, des travaux imprévus, j'avais prévu quand même des imprévus et qui ont pile poil pris ces 40 000 balles qui n'étaient pas voulu, on va dire, et fort heureusement parce qu'en fait, en fonds propres, j'aurais jamais eu 25 000 € de dépassement à mettre, tu vois, ou alors je les aurais empruntés à mes parents ou j'en sais rien. Oui. Mais c'est hyper important. Hyper important. Donc ça, c'est un beau projet de marchand, la maison Escargot. Et puis il y a un immeuble là, je crois, qui se profile. Le dernier qu'on a acheté le 27 décembre dernier. Beau cadeau de Noël. Ouais. Et pour te dire, on était en vacances. On l'a fait signer par notre cœur de notaire. Par procuration. C'est quelque chose qu'on a acheté pas très loin de chez nous aussi. Il y aura 5 logements, 5 appartements qui vont de 21 mètres carrés à 35 mètres carrés. Avec des très belles hauteurs sous plafond. Cet immeuble, il est 1800, je crois, 70 ou quelque chose comme ça. Tu l'as partagé sur le réseau, celui-là ? Non. Je le partage pas maintenant. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on partage. En vrai, on perd les gens à force de trop partager. Ouais. Moi, je sais où j'en suis, mais après, il faut suivre aussi. Donc, du coup, non. Pour l'instant, on n'en parle pas. On en reparlera sûrement en second semestre, parce que c'est là où je compte commencer à bosser dessus. Et là, il y a 5 appartements et un local commercial, 5 appartements classiques, et puis le reste, ça va être sûrement un coworking. Ouais. Et on va pouvoir y mettre aussi nos structures à nous. Et c'est quoi la taille de la ville, par exemple ? Je crois que ça fait dans les 4500, entre 4500 et 6000 habitants. Et le prix du foncier ? Là, pour te dire, je crois que c'était 1700, 1800 €, je crois. T'es quand même sur un marché propice à l'investissement, quoi. En vrai, j'ai déjà trouvé les gens. Pour te dire que aujourd'hui, ça se loue, mais c'est pour ça que moi, je ne veux plus aller dans les grandes villes. Comme je disais, Angoulême, par exemple, qui est la plus grosse ville auprès de chez moi, là où on avait acheté notre première maison, ça coûte extrêmement cher en foncier, mais vraiment. Et je préfère vraiment m'excentrer. Tu vois, là, par exemple, par rapport à Angoulême, ce bien-là, il est à 20 minutes. Ok, mais là, tu vois, on est à 20 minutes de Rennes. Sauf que le foncier il est encore à plus de 3 000. Voilà. ça dépend des régions, ça dépend complètement. Et aujourd'hui, ce bien-là, et pour te dire, pour l'anecdote,
Ça devait être notre premier immeuble qu'on devait acheter dans cette commune-là. Sauf que j'avais été voir un directeur de banque à l'époque où je bossais en tant que courtier, qui m'avait dit non, achète surtout pas ici, les gens c'est des mauvais payeurs, etc. etc. Covid est passé, pour te dire, les immeubles étaient à 30 000 euros. 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés, 30 000 euros, les gens sont débarrassés. Aujourd'hui, les immeubles, t'en touches pas un à moins de 300 et ça s'est vendu après Covid parce que ça a cartonné. Là, celui-là, donc en fait, pour la petite histoire en plus, c'est assez drôle, on achète une ancienne agence bancaire. Donc j'aime bien dire j'achète une banque. En gros, c'est l'ancienne agence Société Générale qu'on rachète. D'ailleurs, c'est drôle, ils ont laissé quelques insignes, quelques trucs, on va le garder. Et là, pour le coup, on l'a acheté, il était affiché à 116 000 euros, ce qui est déjà bas. Ce qui est déjà très bas. Ouais. Par contre, il faut entièrement tout refaire. Il y a 250 mètres carrés. Sur 3 niveaux. Ouais, 3 niveaux. Et plus cave. Et donc, du coup, on l'a acheté 85 000 euros. Donc, tu as réussi à renégocier derrière. Ouais. Faut que tu fasses une formation sur la négociation. Il est hors de question. Moi, je ne peux pas acheter au prix. Je ne peux pas. Ouais. Par contre, à contrario, je négocie quasiment jamais avec des artisans. Parce que je sais le coût et comment c'est. Alors après, je t'avoue que je sais combien coûte une prise électrique. On va sur un 2-3 ELEC, désolé pour les électriciens, mais d'ailleurs il y en a certains qui le font, mais on va sur un 2-3 ELEC, la prise elle est à 1,25 €. Ou l'interrupteur, de Schneider ou ce que tu veux. Et tu vois, par exemple, dernièrement, l'électricien est venu, pose plus la prise, il y en a pour 85 €. Ouais, bah ça on est d'accord. Après, attention, ils ont des charges, il y a du boulot, il y a de l'expérience, il y a ça. Et tu vois, j'ai pas été négocier ces 85 €. Non, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille négocier. Parce que non, ça j'estime qu'il y a un travail. Moi, je le fais déjà de mon côté, donc je sais ce que c'est. Donc, je négocie très rarement avec parce qu'en plus, je leur fais confiance, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais par contre, sur l'immobilier, moi, je pars sur le principe qu'il faut acheter le plus bas possible. Et puis, moi, j'ai déjà, tu vois, il y a un truc qui me reste où on dit toujours j'aurais dû. Il y a un immeuble qui est passé il y a peut-être 3 ans de ça, sur Angoulême, c'était une pépite. Il y avait 30 logements, et ça se vendait 1 300 000 €. C'était les débuts, j'étais fou, j'ai dit allez, je vais y aller, j'ai été voir la banque. La banque n'était pas prête à me suivre, du moins. Elle m'avait dit, alors elle m'avait pas dit non, elle m'avait dit c'était un super plan de financement, bon business plan, on va voir ensemble. Au moment où je vais voir la banque, ça faisait peut-être une semaine qu'il était passé. Et en fait, ça faisait 2 jours, il a été vendu 2 jours après qu'il était déjà sur le marché. Et je l'ai regretté, mais avec le recul, 30 logements, c'est énorme. Surtout en un seul bien. Il faut pouvoir les gérer. Voilà, surtout en un seul bien. Et donc, dans l'idée, aujourd'hui, moi, ça me va très bien d'avoir... diversifier aussi le risque. Parce que c'est ça, quand tu as un gros bébé comme ça, c'est que tu centralises aussi... Je suis pas du genre à tout mettre dans le même panier. Quelles que soient les banques, on a plusieurs banques, que ce soit les assurances. Jamais. Diversification. Et donc là, en projection coût-travaux, est-ce que là tu délègues tout sur celui-là? Non, je délègue en fait la partie locaux commerciaux. Ouais. Tu vois, on a reçu les premiers devis, il y en a pour un bras. Il y en a pour un bras, je crois que ça va nous coûter dans les 50 000 € pour 70 mètres carrés. Et tu as fait tout. Ouais, bah après tu te dis ton ratio 5 par 7, ça te fait quoi? Ça fait du coefficient à 800, 700 du mètre, tu vois. Dis-toi que pour moi, qui ai l'habitude de le faire, c'est compliqué parce que je sais ce que ça coûte en plus, mais tu vas gagner du temps. Je vais gagner du temps. Ouais. Et par contre, pour les logements du dessus, donc les 4 autres logements restants, je vais tout faire. Ok. On va avoir de la story passée avec la lampe torche le soir. La story passée, parce que du coup, j'ai la chance justement avec les réseaux sociaux d'avoir certains matériaux que je peux essayer via des très grandes marques très connues qui sont prêtes à me suivre, donc c'est cool. Ça, c'est l'avantage, on n'en a pas parlé parce que c'était pas la thématique du podcast, mais tu te qualifies comme influenceur? Non, pas du tout. Déjà, moi, je pars sur 2 principes. Il y a 2 mondes, il y a l'influence et la création de contenu. Ouais. Les influenceurs, moi je pars, c'était l'âge d'or tout ce qu'on pouvait voir, la télé-réalité, ce genre de choses, et qui sont souvent pas en France, oui, c'est vrai. qui sont dans d'autres pays. Alors moi je les vois plus
Alors moi j'appelle pas des influenceurs, mais plutôt des mannequins. Parce que ces gens-là vendent plus leur image. Ils ne créent pas de contenu. Ils ont une équipe de vidéastes, de monteurs, etc., de cadreurs, etc. Donc ça, c'est plus là la partie influence. Et l'autre partie, c'est la création de contenu. Moi, je me vois plus comme créateur de contenu, comme ma conjointe. Parce qu'on crée tout de A à Z. On n'a pas d'équipe en plus. Alors nous, on est un peu un mirage dans tout ça, parce qu'on est vraiment tout seul. Et d'ailleurs, ça nous fait un peu défaut là, en ce moment, mais et d'ailleurs même, je crois que même la comptable nous a dit qu'il va falloir arrêter, prenez du monde autour de vous, parce que même pour vous, c'est pas plus mal. On a quelques entreprises à gérer, ça serait bien. Puis on a des enfants aussi. Accessoirement. Voilà. Mais pour le coup, moi, c'est plus de la création de contenu. Comme toujours, comme j'ai monté mon livre, comme je parle avec les gens, il y a zéro filtre. J'explique tout et j'essaie d'expliquer avec mes mots. Ouais. En fait, quand je suis devenu courtier en crédit immobilier, c'est aussi par défaut d'être banquier. Parce que je trouvais que le jargon bancaire était trop. Oui, c'est en fait, tu vulgarises. Voilà. En fait, c'est les gens ont besoin de ça. La vulgarisation. Moi, je veux vraiment, et c'est ce que je dis tout le temps, la personne qui est en face de toi, il est comme toi en fait. C'est juste qu'il est spécialisé dans son métier, comme toi, tu es spécialisé dans ton métier. Si tu parles de ton métier, il comprendra peut-être pas bien. Et c'est là où aujourd'hui, il y a quand même quelques banquiers qui commencent à comprendre un peu le truc et se disent bon, on va revoir les choses et amener à la hauteur de tout le monde en fait. Aujourd'hui, un taux d'endettement ou je vais te parler de Ribor, ou je vais te parler de, je sais pas, un reste à vivre ou reste à charge. Mais c'est du charabia en fait. Ouais. Pourquoi pas juste dire aux gens, taux d'endettement, c'est que je te prends 35% de ce que tu gagnes en fait. Et tu verras à la fin ce que ça me permet de voir ce que tu vas emprunter. C'est hyper simple, ça prend 2 secondes. Et c'est pour ça que j'ai créé moi mes réseaux sociaux. C'est et la rénovation, les travaux, mais aussi l'investissement. D'ailleurs, depuis peu, bon, je te le dis, je le dis un peu en exclu, putain, c'est exclu. Non, mais en gros, on a fait un plan de. Parce qu'il ne faut pas croire, les réseaux sociaux, c'est pas on fait une vidéo comme ça. Non. Il y a vraiment derrière toute une stratégie. Ouais. C'est une entreprise. Et là, pour le coup, sur mes réseaux à moi, dans l'idée, on aimerait vraiment différencier en 3 zones sur la semaine, où le début de la semaine, ça va plutôt être vidéo drôle, tuto. Le milieu de la semaine, c'est plutôt un post avec pour expliquer des facettes de l'immobilier, mais plutôt financière, comment ça fonctionne. Et la troisième chose, c'est que j'ai une demande monstrueuse. D'ailleurs, on m'harcèle pour que je sorte mon livre sur l'investissement immobilier. C'est dans les cartons, la maison d'édition a accepté mais moi je suis pas trop chaud, j'ai pas trop de temps en ce moment, ça prend énormément de temps. Le premier bouquin, je me levais à 4h du matin jusqu'à 7h du matin pendant 6 mois. J'ai fait ça, c'est beaucoup de travail encore. C'est une très grosse maison d'édition française qui m'avait suivi, il y a eu jusqu'à 14 personnes qui me suivaient derrière, donc c'est une vraie machinerie. Donc, Tu l'as vendu à combien d'exemplaires pour ton livre ? La dernière que j'ai su, c'était 4500. Ok. En vrai, j'étais un peu déçu. Parce qu'il y a eu le premier 24 heures 7000 clics sur le bouquin. Après, ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont été voir pour voir. Mais ce qui me plaît, moi, dans ce bouquin-là, c'est que c'est un bouquin non pas en one-shot, mais c'est un bouquin dans la durée. On a tout fait, j'ai tout fait. Donc ce sera intemporel ? Exactement. Alors oui, le taux va pas être le même sur mon bouquin qu'un autre, mais il est transposable à tout ce que tu as. Donc encore aujourd'hui, tu vois, quasiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je reçois merci encore pour l'ouvrage que tu as sorti, merci encore. Parce que ça m'a aidé, parce que je comprenais pas ça. Et c'est ça que je veux en fait. C'est pour ça que j'essaie de me lancer dans la formation, du moins dans les conférences, mais j'ai pas le temps. Si j'avais plus de temps, j'aimerais pouvoir le faire. Et donc du coup, la fin de semaine, dimanche, sur la création de contenu, ça serait plutôt le récap de la semaine de travaux qu'on a réalisé. Là, c'est du taf. Ouais. En vrai, j'ai énormément de projets, comme j'aimerais vraiment accompagner les gens, que ça soit en e-book, que ça soit. Mais j'ai pas le temps. Alors peut-être que dans les mois à venir, j'arriverai à faire ça, mais parce que je pense que le fond des choses, c'est que j'aimerais bien faire ça. Ouais, mais il y a un besoin après. Il y a toujours une question de timing dans la vie, de priorité. Là, c'est vrai que t'es sur tous les fronts avec elle. Déjà la vie de famille, on va pas se mentir, 3 enfants en bas âge, bravo. Merci. Non, c'est pas simple, surtout que le dernier, il a 2 ans et demi, autant dire c'est costaud à la maison. Ouais. C'est la tête dure des 3 autres, des 2 autres, pardon. Mais non, c'est plus tous les travaux, donc. C'est génial, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un sacré tour. Ouais. Merci infiniment. Alors pour la petite anecdote, parce que j'avais dit qu'on en parlerait, et j'ai zappé. Faut savoir que en fait, ce matin, ma femme voit une story de Tony qui dit
que tu bouges à Rennes justement, tu prenais le train de bonne heure. Et elle me dit, putain, il y a Tony qui vient à Rennes. Et je dis, bah vas-y, je lui envoie un message, peut-être qu'on aura le temps d'aller boire un café. Et en fait, très gentiment, tu m'as dit, bah écoute, on n'a qu'à tourner le podcast parce qu'on s'était contacté il y a quelques semaines de ça. Je t'avais proposé, on n'avait pas réussi à se caler spécialement de date à distance. Et bah voilà, donc t'es à la maison. Merci infiniment d'avoir joué le jeu, d'avoir pris ton temps. Et puis, je suis quelqu'un qui tient ses promesses, donc si je t'ai dit que c'était faisable, on pourrait le faire. Bon, bah, impeccable. En plus, c'est très rare que je fasse des podcasts en physique, j'ai envie de dire, mais l'exercice est plutôt cool. Plaisir. Donc, je sais pas si tu as un petit mot de la fin pour les auditeurs. Moi, j'ai envie de dire, alors ça peut paraître bateau, vraiment. Moi, j'ai 0 diplôme. Je viens d'une famille pas du tout aisée. Sauf qu'à un moment ou à un autre, en fait, j'ai compris que je pouvais le faire. En fait, je me suis intéressé à beaucoup de choses, que je pouvais le faire, et que en plus, avec la conjoncture actuelle sur le côté financier, on est tous dedans. La vie coûte beaucoup plus cher. Il y a les études des enfants pour ceux qui en ont. Et puis même, il y a une qualité de vie. Il y en a qui veulent partir en voyage. On a tous des projets. Franchement, faut vraiment pas hésiter, je le dis chaque jour, à oser. Ouais. Et peu importe dans quoi, faut oser, faut y aller du moment qu'on réalise qu'on a envie de faire. C'est pas je veux absolument réaliser mon rêve. Peut-être qu'aujourd'hui vous le réaliserez pas, mais peut-être que la finalité fera que vous allez le réaliser en fait. Et puis vous allez apprendre plein de choses. Moi j'adore ça, c'est apprendre. Le chemin est aussi important que la destination. Ah ouais, complètement. Ouais. Non, mais vraiment. Faites ce que vous avez envie de faire, allez-y à fond et je pense que ça peut aller au bout sans problème. Osez rêver. À un moment, c'est important aussi de se dire qu'il y a plein de choses de possibles quand on y croit, quand on s'en donne les moyens et puis on sort un peu les doigts quand même, on va pas se mentir. Mais je l'ai dit tout à l'heure, faut se blinder, il faut vraiment être costaud dans sa tête et dans son couple parce que c'est vraiment une aventure, pas solitaire mais souvent à 2 voire même plusieurs si on a des enfants. Ou de la famille qui se met dans le projet, il faut vraiment se dire que c'est pas, comme je disais tout à l'heure, une baguette de pain qu'on achète, c'est souvent des projets de vie. Maintenant, faut pas hésiter à se lancer, on va tous faire des erreurs, essayez de les limiter en vous formant, mais vraiment, vous allez limiter, et d'autant plus même perdre moins d'argent que ce que vous auriez dû si vous formiez pas, pardon. Mais allez-y, il faut y croire à fond en fait, et allez. Et puis il faut même pas se poser de questions, mais vraiment, faut pas se poser de questions. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais il y aura toujours moyen de se sortir de tout ça. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Pas de problème. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Merci encore Tony. Merci à toi. Merci à bientôt. Ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.